amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes 3 dernières lectures. Mais là, cette fois-ci, on va plutôt être sur 4 dernières lectures, mais parce qu'il y a des éditions qui sont assez courtes et ça tombe bien puisque certains de ces livres, je vous les ai présentés dans mon dernier haul. Donc je me dis que ça pourra faire un peu la suite de cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, écoutez, je suis contente de vous accueillir. Je suis passionnée de lecture, mais aussi de sport, d'endurance. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres vidéos. Et si vous êtes de retour, eh ben, bienvenue. Pensez à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est une édition assez... Voilà, il y a un peu de tout en termes de genre, donc je pense que ça va vous plaire, quel que soit votre style. Et on va tout de suite commencer par celui-ci, Cécile Coulon, La langue des choses cachées. Donc, je vous l'avais présenté effectivement dans mon dernier haul. Et je vais tout de suite vous lire le résumé avant de me lancer dans mon avis dessus. À la tombée du jour, un jeune guérisseur se rend dans un village reculé. Sa mère lui a toujours dit « Ne laisse jamais de traces sur ton passage ». Il obéit toujours à sa mère, sauf cette nuit-là. Bon alors, j'aime beaucoup l'autrice Cécile Coulon, mais j'aime moins ses livres. J'accroche très mal à ses livres. Pourtant, je trouve qu'elle écrit divinement bien. Elle a vraiment un style très poétique. Voilà, je pense que c'est ça le terme. Elle s'attache beaucoup au paysage et j'aime beaucoup ça, mais je sais pas, il y a à chaque fois quelque chose qui cloche et qui fait que j'accroche pas à l'intrigue ou... Voilà, je sais pas pourquoi, j'essaie encore parce que voilà, c'est peut-être mon côté sportif qui veut que j'essaie toujours. Mais ce livre, comme les autres, finit aussi avec 3 étoiles. Donc on suit un jeune garçon ou un jeune homme qui est un guérisseur effectivement et qui va se rendre dans un village pour aller guérir un enfant. Et il y a toute cette poésie, cette vision des guérisseurs qui voient des choses que les personnes ne voient pas dans le passé, des choses qu'on a faites avant. C'est vraiment, on est plongé dans une transe poétique, c'est ça, c'est extrêmement lyrique, mais ça n'a ni queue ni tête. Parce que des fois, en fait, elle nous décrit le passé de la mère, donc qui est guérisseuse aussi, et on n'arrive pas en fait à se fixer sur une époque, parce que la manière dont elle décrit certaines choses, tu dis bon, ça doit être à peu près assez, je sais pas, début du siècle, du 20e siècle, hein, pas du 21e. 1900, peut-être 1800, puis elle te parle de choses, tu dis ah mais non mais alors ça c'est pas possible, ça c'est forcément dans les années 80, j'en sais rien. Il y a beaucoup de fait de trucs où tu te dis tu te poses vraiment beaucoup de questions et tu as du mal donc à suivre et c'est dommage parce que je pense que ça aurait été un très beau livre s'il y avait eu peut-être quelques modifications et je peux comprendre que en fait elle explique avoir écrit ce livre d'un seul coup dans une fièvre d'écriture, mais des fois il faut se relire pour quand même voir si on n'a pas complètement picoré, complètement comment expliquer, complètement halluciné, parce qu'effectivement il y a des choses tu te dis donc en fait sa mère elle était immortelle, elle a vécu combien d'années pour avoir eu autant d'expérience dans des époques complètement éloignées. Il m'a aussi un peu perturbée, si vous allez voir. Donc effectivement, là, il va laisser une trace et il va bouleverser l'avenir de l'enfant, effectivement, qui était malade, pour donner une bonne leçon à son père. Et là, je me suis dit, ah non meuf, red flag en fait. Depuis quand on se venge des actions des parents sur les enfants? Donc effectivement, il y a aussi toute une thématique sur le viol des femmes, sur comment les femmes sont traitées, les conséquences des viols, sans forcément toujours mettre le mot dessus. D'ailleurs jamais, il me semble. Là, je me suis dit, c'est un peu problématique quand même. On va pas créer des problèmes intergénérationnels à cause de la faute des parents. Est-ce que justement, on peut pas être la première génération qui arrête de transmettre des traumatismes entre les générations? Eh ben non. Là, elle s'est dit, non, on va aller traumatiser le gamin à cause des actions de son père. Je vous conseille quand même de le lire, malgré le fait que je donne 3 étoiles à ce livre. Il faut le lire pour prendre son opinion dessus parce que il est magnifiquement bien écrit. Franchement, c'est effectivement, quand on lit le bandeau de Digli, poétique, sublime et glaçant, ce livre vous hantera longtemps. Il m'a pas hanté, il m'a un peu perturbée, mais il est extrêmement poétique. Et ça, c'est quand même à souligner. Donc je regrette pas du tout ma lecture ni mon achat, contrairement à d'autres livres
que j'avais lu. Là non, non, moi je suis féministe et tout, je veux bien qu'on se venge, qu'on soit en colère, mais on se venge pas sur les enfants, ni sur la génération qui arrive. On passe ensuite à ce petit livre. Je sais qu'en voyant la couverture, vous dites non mais attends, c'est quoi ce truc? Ça a l'air hyper young adult comme lecture. Je pense qu'effectivement ça l'est. Bon, en tout cas, c'est quand même un bon pavé. Donc Rebecca Ross, Divine Rivalité, c'est une traduction et il y a un tome 2 qui arrive. Je ne l'ai pas encore commandé, il n'est pas encore traduit. En fait, ça a bien fait les choses parce qu'on est, je crois, en train de fêter les 80 ans du débarquement du 6 juin. Et effectivement, il y a une petite guerre là-dedans qui fait un peu écho en termes de mise en place, de tranchées, de violence à la Première Guerre mondiale. Donc pas la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, je pense en termes d'époque, c'est plus Première Guerre mondiale que Seconde Guerre mondiale, on va être positive. Donc je vous lis d'abord le résumé. Aucun dieu, aucune guerre ne pourra les séparer. Donc il y a un peu de fantaisie, mais au final, c'est pas hyper marquant. On est vraiment loin de certains trucs fantasy que j'ai pu lire. C'est à peine en fait. On est vraiment plus proche de la réalité qu'autre chose. C'est juste certains dieux, certaines croyances, des petits trucs magiques qu'il y a dans ce livre. Mais si vous aimez pas ça, vous pouvez quand même lire ce livre parce que c'est vraiment anecdotique. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow, je sais pas, tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que des pions de puissance divine, Iris et Romain se font la promesse de continuer à s'écrire. Et confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Bah écoutez, j'ai vraiment bien aimé ce livre, donc j'ai mis 4 étoiles sur 5, et je sais que c'est un peu paradoxal, parce qu'on est vraiment, je pense, voilà, Romain il a 20 ans, Iris elle a 19 ans, mais j'ai été assez touchée par l'histoire. Il y a plein de rebondissements. Ça s'adresse, je pense, effectivement aux personnes à partir de 15 ans jusqu'à plus. Mais c'est pas enfantin. Il y a des fois des livres que je lis qui sont adressés aussi aux personnes à partir de 15 ans. Et j'en ai 2 fois plus. Mais là, je dois dire, vous rentrez vraiment facilement dans l'histoire, dans le destin effectivement de Iris qui est passionnée d'écriture et qui se lance dans le journalisme, qui rejoint une gazette, puis ensuite qui part en correspondance de guerre. Et comme je vous disais, cette guerre qu'il y a entre les dieux, avec les humains qui servent de soldats entre les deux dieux, on y croit, on plonge dedans. La pression de la guerre, la description aussi des événements, de l'horreur de la guerre est extrêmement bien faite. Et c'est la première fois que tu rentres dans un livre et que même s'il y a cette histoire d'amour, puisqu'on l'a compris, divine rivalité entre Romain et Iris, et waouh, c'est super bien fait. Franchement, alors j'ai pas mis 5 étoiles, je mets plutôt 4 étoiles parce que c'est pas non plus un chef-d'œuvre et tout. On rentre bien dedans et pour une fois d'ailleurs, c'est Romain qui est d'abord amoureux de Iris et qui a du mal finalement à lui avouer parce qu'en fait Iris ne sait pas que c'est Romain qui reçoit ses lettres. Et ces éléments de magie, comme je vous disais, sont pas genre trop grossiers, genre ça crée pas un monde complètement avec du vocabulaire particulier. C'est juste vraiment voilà, un bon moment que vous allez passer, un si bon moment que vous avez envie de connaître la suite, parce que il n'y a pas tout. D'ailleurs, moi je pensais qu'à la fin, c'était qu'un seul tome, mais en fait non, il y en a 2, et on a envie de connaître la suite puisqu'il y a vraiment cette guerre, et comme je vous dis, on est transporté, on y croit, on se dit ok, d'accord, je comprends tout à fait qu'il y a la guerre entre ces deux personnages. Les raisons sont quand même assez superficielles, mais bon, comme souvent dans certaines guerres, ça part pas de grand chose. Mais moi, j'ai été transportée. Et est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'émissions en même temps à la télé qui parlaient de guerre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, petit coup de cœur. Bon, voilà, c'est pas un 5 sur 5, mais petit coup de cœur. Si vous cherchez une lecture, je dirais pas que c'est léger quand même, parce qu'on parle... C'est assez émouvant, il y a quand même
voilà, ça reste des trucs autour de la guerre, mais il y a cette histoire d'amour, cette histoire d'amitié, de soutien, de relations, de précarité de la vie. Et des fois, ça fait du bien de replonger un peu dans ce genre d'ambiance, tout en gardant, voilà, c'est pas non plus des récits de guerre, de Première Guerre mondiale qu'on pourrait lire hyper réalistes et qui me prennent à la gorge. Et j'ai trouvé ça super bien retranscrit. Et ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre avec ces thématiques-là. Mais voilà, même si vous avez 30 ans, vous pouvez tout à fait lire des bouquins qui s'adressent aux personnes à partir de 15 ans. Hein. Voilà, je fais la différence. Et d'ailleurs, je vais précommander le 2e tome parce que sur un ton beaucoup plus poétique et léger, j'ai lu le livre dont je vous parlais dans mon haul, donc de Anne-Solange Mouy, Une île pour elle, et c'est un coup de cœur. Alors je m'attendais pas du tout au rebondissement qu'il y a eu. Voilà, ça a été une très belle surprise. Je vous lis d'abord le résumé quand même. Après la fin des terres, au large de Concarneau, se trouve une toute petite île appelée l'île aux moutons. Louise, jeune géographe, décide de s'y établir pendant quelques semaines avec pour seule compagnie une colonie d'hirondelles de mer. Un confort spartiate, sans eau, sans électricité, dans une cabane de fortune, une expérience totale au cœur de la nature, à l'état brut, c'est elle-même qu'elle rencontrera. Bon, alors je fais un petit avertissement au terme sur le deuil, parce que... mais waouh, il y a plein de thèmes qui sont abordés dans ce livre, entre forcément l'introspection d'être dans une île qui n'est pas finalement si déserte que ça, la fragilité, surtout la vulnérabilité d'être une femme toute seule, d'autant plus jeune puisque Louise, je crois, elle a 20, 21 ans, elle est étudiante en fait, face à des touristes, des comportements d'hommes très... voilà, comment elle doit réagir et comment finalement ça la fait évoluer en tant que femme et devenir de plus en plus mature. Elle tient un journal de bord, des lettres qu'elle souhaite envoyer à son papa, et tous les jours il y a son, je pense on peut dire directeur de mémoire qui l'appelle pour savoir comment ça se passe et qui a un rôle un peu paternel et qui s'inquiète. Et bien sûr toutes les descriptions autour de forcément des hirondelles de mer qu'elle surveille, des œufs, des nids. Et je sais comme ça a l'air un peu ennuyeux, mais pas du tout. Et en fait, je l'ai lu, je crois, en une petite après-midi à la plage, une grosse après-midi à la plage. Et au-delà de ça, je tiens à préciser, je suis sensible à ça, mais la police d'écriture, la qualité du papier, ça a donné vraiment envie de dévorer ce livre. C'est littéralement ce que j'ai fait. Voilà, il est magnifique, il est hyper poétique ce livre. Si vous avez envie d'une lecture, je dirais pas qu'elle est légère, mais si vous êtes une femme et que vous avez envie de replonger un peu dans quand vous avez 20 ans sur votre vulnérabilité, comment on passe finalement de l'âge adulte, mine de rien, en tant que femme, voilà, c'est ça, en vivant une aventure sans forcément partir loin, hein, puisqu'elle est pas très loin de la côte, hein. Elle est à 1 heure de la côte, donc c'est pas si loin, mais c'est pas si proche mais si loin, ça va être l'expression pour ce livre. Moi personnellement, ce qui m'a fait passer de l'âge ado à adulte, ça a été mon année à l'étranger à Los Angeles. Voilà, donc je suis partie assez loin de chez moi pour vivre ces expériences-là. Mais je pense qu'effectivement que des fois on a besoin de vivre des expériences, donc pas les expériences difficiles qu'elle vit avec les touristes et les hommes, mais vivre une expérience où on est seul face à soi et qui nous font faire un gros pas en avant dans notre maturité. Et effectivement, c'est un peu cette histoire-là qu'elle nous raconte, Anne Solange, au sujet de Louise. Donc je vous recommande vraiment. Et je pense que ça vous parlera d'autant plus si vous êtes une femme et que vous aimez la nature. Gros coup de cœur sur ce livre et c'est un 5 sur 5. Voilà, parce que j'y repense encore et je trouve ça super émouvant et j'avais ensuite besoin, et oui, on va faire quelle lecture aujourd'hui, mais j'avais ensuite besoin d'un peu de légèreté après ce livre. Après ce livre, parce que quand même, il est... Voilà, hein. Donc je me suis penchée sur ce livre-ci, qui aussi, les amis, est à partir de 15 ans. Mais franchement, même si vous avez mon âge, vous allez l'adorer. Pour moi, de nouveau, bon, c'est pas un... Je pourrais mettre sur 5 sur 5, mais c'est un 4,5 sur 5. C'est de nouveau un livre d'une romance donc de Ali Hazelwood. Vous savez que j'adore cette autrice pour ses romances. À la fois engagée puisqu'elle parle de certains thèmes, donc des fois c'est la science, mais là pour le coup c'est le sexisme dans l'univers des échecs. Alors je fais une petite parenthèse, les échecs ça me parle pas mal parce que j'y ai joué quand j'étais petite, mes frères y ont joué, j'ai accompagné mes frères sur des compétitions où il y avait que des hommes. Si à l'époque j'étais pas du tout éduquée au féminisme ni quoi que ce soit, ça m'a marqué d'être quand même entourée que d'hommes et de jouer qu'avec des hommes quand j'étais petite. Et là pour le coup,
J'aimerais préciser que si on s'y connaît pas trop en échecs, on peut quand même rentrer dans ce livre, mais si vous y connaissez, vous rentrez d'autant plus dedans. Parce qu'il y a plein de name dropping où elle parle plein de champions qui ont vraiment existé, donc Kasparov. Elle parle effectivement de lecture des échiquiers, de comment on note, donc C6, cavalier, déplacement. Donc bien sûr c'est une romance, mais comme toujours dans les livres de Ali Hazelwood, il y a aussi cette quête de féminisme, de lutte contre la misogynie de certains hommes, de comment s'imposer dans un univers qui est toujours d'ailleurs dominé par des hommes. Et les échecs étaient vraiment ce cas-là. Et avec cette belle histoire d'amour, bref, je m'emporte, j'ai même pas lu le résumé. Donc Mallory Greenleaf ne veut plus jamais jouer aux échecs, cette passion a détruit sa famille. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur. Jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Face à elle, Nolan Sawyer, le régicide, champion du monde en titre et bad boy prodige des échecs. Les coups s'enchaînent entre Mallory et ce rival mystérieux, exaspérant et très attirant. La partie prend alors un tour inattendu. Et franchement, je trouve ça dingue que Ali Hazelwood a réussi à rendre passionnant, sexy, les échecs. C'est un truc de fou. Donc pareil, on est sur un joli, un bon petit pavé de 400 pages. Mais ça lui a demandé beaucoup de recherche parce qu'il y a beaucoup de... Elle explique finalement toute la stratégie à mettre en place. C'est hyper cérébral, hein, les échecs. À quel point ça coûte en termes de fatigue mentale, d'apprentissage, de lecture, de répétition, d'analyse. Et j'ai trouvé ça super parce que moi qui aime beaucoup les sports... physique, là on est sur un sport un peu différent et je sais que beaucoup justement disent ah mais les échecs c'est pas un sport et là vous allez voir qu'effectivement si c'est un sport. Moi j'ai un gros coup de cœur de nouveau pour ce livre et le paradoxe vous voyez c'est que comme je vous disais c'est un livre donc à partir de 15 ans. Donc quand je vous parle de Ali Hazelwood souvent je vous dis bon bah il y a des scènes de sexe et là en fait vu que c'est à partir de 15 ans en fait on va jamais jusqu'à ce moment là et ben pour une fois j'ai trouvé que pour une fois justement vu qu'elle n'allait pas dans des descriptions des fois très avancées de scènes de sexe, bah, ça rendait le livre encore plus captivant et plus profond puisque une fois qu'enfin il y avait les scènes, voilà, et ben vu qu'en fait elle ne le décrivait pas ces scènes-là, et ben on s'attardait pas finalement sur cette dimension sexuelle qui prend des fois une part trop importante dans les livres de romance. Là on reste vraiment un peu avant, enfin ils le font, hein, mais ça devient pas le sujet principal du livre où au bout d'un moment tu te dis bon, allez, encore 3 pages ou voilà. En fait, où ça capte toute l'attention du livre, vous savez, où au final, bon ben écoute, ok, on a compris que voilà, hein, on aimerait quand même avoir une intrigue, et ben là vous avez l'intrigue jusqu'au bout. Et je trouve ça trop bien, il y a vraiment du romantique, c'est trop mignon. Vous avez besoin d'une lecture un peu légère, mais quand même engagée, hein, parce que ça fait du bien quand même. En fait, j'adore ce mélange-là de Ali Hazelwood, parce que c'est pas toujours la princesse qui a besoin qu'on la sauve. Donc voilà, je pense que lui, je vous l'ai plutôt bien vendu, mais je pense que je suis plus très objective sur Ali Hazelwood. On s'amuse toujours quand on lit ces livres-là. Voilà les amis pour cette édition. Là, franchement, je pense que vous en avez pour tous les goûts. Partagez-moi en commentaire vos dernières lectures. J'espère que cette édition vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. On parle aussi de lecture. Écoutez, je vous dis à très vite. Bye.